Je pense qu'Assassin's Creed, vous connaissez. J'adore cette licence que je suis depuis le premier volet. Non mais sérieux, les Assassin's Creed c'est la promesse de voyager dans le temps, découvrir des périodes incroyables avec un réalisme époustouflant, comme si on y était. Pour une fan d'histoire comme moi, c'est une licence de fou. Et je suis certaine que vous avez votre petit chouchou, votre Assassin's Creed préféré. Personnellement, jusqu'ici c'était Unity, celui se passant durant la Révolution française. Mais si je vous demande quelle période historique populaire est la plus propice à avoir des assassins qui se fondent dans la foule, qui assassinent discrètement, récoltent des informations, vous me dites les ninjas, évidemment. Ou plutôt devrais-je dire shinobi. Bref, le Japon médiéval. Il aura fallu attendre 17 ans depuis la sortie du premier Assassin's Creed pour qu'ils arrêtent de tourner autour du pot et nous sortent enfin un jeu dans le Japon féodal. Et il s'appellera Assassin's Creed Shadows. Et en attendant qu'il sorte, si vous voulez que la chaîne puisse continuer à exister et à apprendre toujours plus de choses sur l'histoire du Japon, n'hésitez surtout pas à me faire un petit don sur la page Tipeee. C'est le premier lien en description. C'est littéralement ce qui fait vivre la chaîne, alors si vous avez les moyens et l'envie, n'hésitez pas et merci beaucoup. Franchement, le tableau est magnifique. Un nouveau jeu sur le Japon, la saga Assassin's Creed n'a jamais été aussi populaire et depuis le four qu'a été Assassin's Creed Syndicate, ils ont enfin décidé de prendre leur temps pour développer proprement les jeux. Tous les compteurs sont au vert pour le moment, jusqu'à ce que Twitter s'enflamme à la vue du premier trailer. Alors le cœur du problème, ce mec, et vous devinez bien pourquoi. Le supposé problème viendrait non pas du fait de jouer un personnage noir en tant que tel, mais que l'on joue un samouraï noir dans un Japon féodal. Là où Assassin's Creed nous aurait pourtant habitués à des personnages s'ancrant tout à fait dans le lieu et la période visée. Un Italien en la personne de Ezio pour Assassin's Creed 2 et son Italie de la Renaissance, Arnaud, un Français pour la Révolution française d'Assassin's Creed Unity, ou encore Bayek, qui ne détonne pas non plus pour être le personnage que l'on incarne dans l'Égypte ancienne de Assassin's Creed Origins. Ce changement soudain de stratégie met Ubisoft sous le feu des projecteurs, accusés de wokisme et autres joyeusetés. Un drama qui n'est pas nouveau, car il y avait déjà eu ce genre de débat avec la Cléopâtre de la série Netflix, la Petite Sirène en live action, ou plus récemment avec le problème à 3 corps, où beaucoup de personnages chinois ont été remplacés par des occidentaux. Des choix qui ont toujours eu tendance à enflammer la toile. Alors la question à 500 cocus de riz, c'est: est-ce que c'est grave d'avoir un samouraï noir pour représenter cette caste dans le prochain Assassin's Creed Shadows? Pour répondre à cette question, il faut bien se rappeler une chose. Ubisoft a fait des années qu'ils veulent faire un Assassin's Creed sur le Japon, avec des ninjas et des samouraïs, et qu'ils tournent autour du pot en faisant toutes les périodes possibles, sauf le Japon médiéval, attendant le bon moment pour frapper un grand coup. Si ce Assassin's Creed Japon apparaît maintenant, ce n'est pas pour rien. S'il est bien fait, il promet d'être un succès monumental, l'un des plus importants de la série, juste par son thème, et ce succès sera au service du prochain Assassin's Creed Infinity. Car oui, vous ne le savez peut-être pas, mais ce Assassin's Creed Shadow sera inclus dans Assassin's Creed Infinity, qui vise à devenir une sorte de hub mis à jour régulièrement comme un jeu à service. Le tout pour tout concentrer en un seul jeu et éviter de devoir ressortir un nouveau jeu à chaque fois. Assassin's Creed Shadow sera donc le premier DLC d'une longue lignée dans Infinity. Sauf que voilà, après avoir trop attendu, ils ont fini par se faire voler la vedette par un certain Ghost of Tsushima, où les mécaniques de furtivité et d'open world empruntent
largement à la sauce Ubisoft, et plus récemment Rise of the Ronin, qui est exactement dans cette même lignée. Je vois dans la présence jouable de Yasuke une stratégie de Ubisoft de se démarquer de ses concurrents, surtout à une époque comme la nôtre où l'évolution technique et visuelle des titres n'est plus assez visible pour vraiment être un marqueur d'originalité puissant. Jouer un personnage étranger dans un Japon féodal, ça a le mérite d'être du jamais vu. Et j'en arrive à un point essentiel de mon avis personnel. Jouer Yasuke, d'accord. Mais je veux que sa différence soit marquée, qu'elle raconte quelque chose dans l'histoire, dans les interactions, voire même dans le gameplay. Je souhaite jouer Yasuke dans tout le dépaysement qu'il apportera, que sa présence raconte quelque chose qu'un japonais comme Jin Sakai n'aurait pas pu raconter. Il n'y a qu'à cette condition que la présence de Yasuke sera justifiée et qu'il sera plaisant à jouer, et je trouve que cet étonnement provoqué par le côté imposant du personnage est déjà assez marqué dans le trailer, avec la petite fille qui le pointe du doigt et s'en étonne. Alors à voir. Mais il y a un gros souci. Vous savez, critiquer des œuvres de divertissement qui n'ont rien demandé sur leur base historique, c'est un petit peu mon fond de commerce. Mais je ne vais pas prendre de pincettes pour une série de jeux basés sur l'histoire et qui m'invite à explorer le Japon féodal, ou encore Assassin's Creed Origins, qui prétendait être si réaliste dans sa représentation de l'Égypte ancienne qu'il avait un mode Discovery, un mode où l'on ne fait que de marcher avec une voix off qui nous explique les éléments historiques que l'on voit. Pas d'ennemis, pas d'XP, pas de quête, pas de combat, un véritable musée immersif et numérique. Mais ça ne rattrape pas forcément la honte historique qu'a été Assassin's Creed Valhalla, qui est bien plus une reconstitution de la série Viking qu'une reconstitution scandinave médiévale. Rien n'est historique dans cet opus, et tous les clichés du barbare viril sont poussés à fond. Vraiment, c'est aussi historique qu'un jeu Seigneur des Anneaux. Et le souci, c'est que c'est le dernier jeu de la franchise officielle en date, et que Valhalla a été un énorme carton commercial. Je m'inquiète, est-ce que le prochain Assassin's Creed Shadow sera à la hauteur historiquement ? Clairement, avec ce trailer, il y a déjà des problèmes, comme cette shinobi qui a plus l'air louche qu'autre chose, avec un katana dans le dos, ce qui est totalement ridicule, et des samouraïs qui, malgré leurs armures, se font transpercer de part en part, ce qui est évidemment un grand non. Mais le pire, c'est bien Yasuke lui-même. On ne sait pas exactement d'où vient Yasuke. D'ailleurs, on l'appellera bien Yasuke et pas Kuro-san, qui veut dire le monsieur noir, mais qui est une appellation en réalité très moderne. Il viendrait d'Afrique évidemment, mais on ne sait pas où précisément. Certains pensent qu'il viendrait du Mozambique, puisque une source de 1620 l'aurait affirmé, d'autres d'Éthiopie, étant donné que le nom japonais Yasuke, qui serait supposément une déformation japonaise d'un nom étranger, serait en réalité Yisake dans son pays d'origine. Tandis que d'autres historiens parient plutôt sur le Soudan du Sud. Bref, rien n'est clair et tout ça ne relève que de suppositions. Une chose est sûre, c'est que quand il arrive au Japon en 1579, il est marin esclave sur le navire d'un Portugais jésuite, un certain Alessandro Valignano. Il faut bien que vous compreniez que les Portugais et leur commerce étaient absolument miraculeux pour les Japonais à cette époque. On est en plein dans le Sengoku Jidai. Cette époque où les daimyo, les seigneurs de la guerre, entretiennent une vaste guerre civile dans tout le Japon. Cette guerre civile est alors très mal vue par les Chinois qui n'y trouvent plus de gouvernement jugé légitime. Et après un incident meurtrier dans le port chinois de Ningbo, l'Empire du Milieu coupe totalement le commerce avec le Japon. Il ne reste plus que le commerce avec la Corée qui est même fortement réduit. Ça force les Japonais à développer plus loin leurs réseaux commerciaux jusqu'à atteindre les Philippines, la Thaïlande et même l'Asie de l'Est. Et rapidement, le Japon devient un lieu important du commerce asiatique, loin de l'ancienne tutelle chinoise. Et les Portugais, qui furent les premiers Européens à accoster au Japon en 1543, amènent avec eux les armes à feu et de nombreux objets occidentaux jamais vus sur l'archipel et sont donc accueillis à bras ouverts. Yasuke arrive donc au Japon dans une période importante pour le commerce, d'autant que le Japon est en passe de se faire réunifier par un seigneur de la guerre qui a su écraser ses rivaux, Oda Nobunaga. L'expédition portugaise débarque à Arima au sud de Kyushu. Mais alors que la mission du jésuite arrivait à son terme au Japon, Alessandro dut se rendre à Kyoto pour demander au nouveau maître du Japon l'autorisation de partir de l'archipel et il embarque Yasuke avec lui dans ce voyage. Sauf qu'une fois arrivé à la capitale, Yasuke ne passe pas du tout inaperçu pour cette population qui n'avait jamais vu de personne noire. Outre la couleur de peau, Yasuke faisait 1m90. Il mettait 40 cm au japonais moyen de l'époque et ne passait même pas les portes. Alors attention, ça fait 40 ans que les Portugais vont au Japon pour commercer, et avec eux de nombreux esclaves noirs dont on a les sources. Mais autant les habitants de Kyushu
proches des ports d'importation s'étonnent un peu moins de voir des hommes noirs. À Kyoto, c'est vraiment une première et Yasuke est un véritable phénomène qui soulève les masses. Tellement que les curieux, en s'amassant, vont détruire la porte de la demeure de la délégation européenne et le mouvement de foule va faire des blessés, voire même des morts. Les gens grimpent même sur les toits pour le voir, tentent par tous les moyens de le toucher. Une telle cohue que ça fait rapidement le tour de Kyoto jusqu'à remonter aux oreilles du chef des lieux, Oda Nobunaga. Lors de leur entrevue, Nobunaga ne cache pas son intérêt pour Yasuke, mais il a des doutes. En fait, il pense carrément que sa peau est le résultat de peinture et il exige que Yasuke soit frotté le plus durement possible pour vérifier que la couleur de sa peau ne soit pas un artifice. Au-delà d'être une curiosité, cet homme noir d'origine étrangère qui, mis à part sa stature impressionnante et sa couleur de peau, symbolise en réalité à lui tout seul ce Japon nouveau, puissant, commerçant et ouvert sur le monde que Oda Nobunaga veut incarner pour légitimer son pouvoir. Et puis Oda Nobunaga était aussi un grand amateur de curiosité européenne. On le voyait souvent sortir avec un chapeau européen et une cape. C'est pour cela que dans un geste commercial, Alessandro lui offrira Yasuke, un peu comme un trophée. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il obtiendra ce nom, Yasuke. Alors, que devient-il? Le trailer de Assassin's Creed nous montre un Yasuke devenu grand samouraï, grand combattant. Il faut vraiment se calmer avec ce terme de samouraï. Certes, il a reçu un kodachi, un petit sabre japonais, ce qui fait de lui par l'effet un combattant, il n'est pas pour autant un samouraï. Tout simplement car le concept même de samouraï n'existait pas à l'époque. N'importe qui ramasse, trouve ou s'achète un katana ou quelconque arme est de fait un combattant. Et c'est donc bien plus une simple profession qu'une caste. Il faudra attendre près de 60 ans et le début de l'ère Edo et le désarmement de la majorité de la population pour qu'une classe sociale affirmée de guerriers nobles puisse commencer à voir le jour avec le nom samouraï, qui étaient alors les combattants les plus riches ou les mieux installés de leur époque. En attendant, pour Yasuke, il est largement préférable de parler de bushi. Il y a aussi que ses compétences martiales, contrairement à ce que nous montre le trailer, sont sûrement très limitées. Il n'est resté que 6 mois au service de Nobunaga, c'est beaucoup trop court pour apprendre à se battre correctement dans les normes tactiques japonaises de l'époque. Surtout à cette période où les champs de bataille deviennent de plus en plus larges, avec de plus en plus de monde et des formations. Ça ne s'improvise pas en quelques mois, surtout quand on a déjà 27 ans comme Yasuke. Attention, il n'est pas pour autant rabaissé. Être un porteur d'armes au service direct comme un valet d'un homme aussi puissant que Oda Nobunaga, c'est très prestigieux. D'autant qu'il aurait effectivement participé à certaines batailles, notamment contre le clan Takeda, mais probablement pas en combattant directement, plutôt en accompagnant Nobunaga et en restant près de lui comme un garde du corps. Mais la suprématie incontestée de Nobunaga va tourner court, étant donné que l'un de ses vassaux, Mitsuhide Hakechi, va le trahir. On ne sait pas exactement ce qui l'a motivé à le faire et les théories pleuvent encore. Il a fait son coup alors que Nobunaga était en déplacement et se reposait au temple Onnoji. C'est à ce moment-là que les troupes de Mitsuhide ont attaqué. Et dans le temple en flammes, Oda Nobunaga, le maître du Japon, se fait seppuku pour ne pas être pris vivant. Il semblerait que Yasuke suivait Oda Nobunaga pendant ce coup d'état. Mais c'est à partir de ce moment précis que l'on perd toute trace de Yasuke. Certains pensent qu'il s'est enfui et a refait sa vie discrètement quelque part. Encore que je ne sais pas trop comment il aurait pu être discret, mais la plupart des historiens pensent qu'il a tenté de défendre son maître et qu'il serait tout simplement mort dans l'affrontement. Quoiqu'une légende tenace de la famille Oda raconterait cependant qu'il aurait récupéré la tête de Oda Nobunaga ainsi que son sabre pour pas qu'il serve de trophée au traître. D'autres encore pensent qu'il a rejoint l'héritier de Nobunaga, Oda Nobutada, mais il sera lui aussi tué peu de temps après. Une chose est sûre, c'est que Yasuke est devenu une véritable légende et entretient une grande postérité malgré le peu de sources et indices que l'on a sur sa vie. Il est clair que voir un homme noir, esclave, devenir un combattant et un homme d'importance dans la cour d'un grand daimyo japonais, ça raconte quelque chose. Une histoire passionnante qui réapparaît comme un étrange écho du passé à une heure où les conflits racistes se cristallisent. Il devient alors un modèle, une icône, largement réutilisé parfois de façon douteuse, comme avec ce fameux post qui prétend montrer une photo d'époque du fameux Yasuke, qui a évidemment été créé par IA. L'invention de la photographie ce sera 200 ans plus tard, et il n'y a pas eu de combattants noirs au Japon après Yasuke. En attendant, il est important de savoir faire la différence entre les problèmes qui relèvent de notre époque et les événements historiques factuels, et que malgré tout ça, on espère que Yasuke participera à rendre le prochain Assassin's Creed inoubliable.